Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin et je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, tout au long du live, je vous invite là, à mettre vos commentaires et je vais essayer d'y répondre le plus que je peux. Donc, vous pouvez poser vos questions. Donc, aujourd'hui, le sujet du live est le processus d'octroi d'asile au Canada. Donc, comment une personne peut devenir réfugiée au Canada. Donc là, je vous le dis tout de suite, je n'aborderai pas la question de comment devenir un réfugié quand on est à l'extérieur du Canada, car je n'ai aucune connaissance sur ce sujet. Alors, la première étape, quand une personne veut demander l'asile au Canada, un agent doit déterminer si sa demande est recevable. Donc, que ce soit si la personne demande le refuge au point d'entrée au Canada ou à l'intérieur du Canada. Donc, tout ce que je vous dis est basé sur la loi de l'immigration. Alors, c'est l'article 101 qui dit dans quelles circonstances une demande, la personne peut être recevable. Donc, la personne peut présenter sa demande d'asile. Par exemple, si la personne a déjà eu un refus antérieur ou si la personne est déjà réfugiée dans un autre pays, elle ne peut pas présenter une demande au Canada. Donc, c'est même pas là, le fondement de la demande. L'agent ne regarde pas si, oui ou non, la personne est un réfugié. Il se questionne à savoir si la personne peut demander l'asile. Et il y a aussi une autre raison pourquoi la demande serait pas recevable, c'est si la personne est à la frontière terrestre du Canada, donc elle provient des États-Unis et en vertu de l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc là, à ce moment-là, la demande serait irrecevable. Le Canada a signé une entente avec les États-Unis et le but de cette entente-là est que la personne doit demander l'asile dans le premier pays sûr dans lequel elle arrive. Donc, vice-versa, si une personne est au Canada et veut aller aux États-Unis pour demander l'asile, elle ne peut pas en vertu justement de cette entente-là. Mais il y a bien sûr des exceptions à l'entente sur le tiers pays sûr. Bien, l'entente ne s'applique pas aux aéroports. Donc, si vous arrivez, vous avez un visa, vous arrivez à l'aéroport et vous demandez l'asile, l'entente ne s'applique pas. C'est vraiment là, si vous arrivez par auto, à pied, par autobus, par train des États-Unis. Donc, comme je le disais, il y a certaines exceptions à l'entente sur le tiers pays sûr, le safe third, comme on dit. Par exemple, si vous avez un membre de la famille qui est au Canada et qui est citoyen canadien, résident permanent, déjà réfugié ou qui est en processus de devenir réfugié. Donc là, vous pourriez, là, votre demande pourrait être recevable et vous pourriez entrer au Canada. Alors, première étape, l'agent se demande si vous pouvez présenter une demande. Super, vous pouvez. Aussi, bien sûr, l'entente le tiers pays sûr ne s'applique pas si vous êtes déjà au Canada. Donc, par exemple, vous êtes visiteur ou vous avez un permis d'études, permis de travail, vous êtes sans statut, peu importe. Et là, vous allez dans un bureau d'immigration et là, vous demandez l'asile au bureau d'immigration. Ça aussi, c'est une possibilité là, si c'est votre cas, vous pouvez faire ça aussi. Alors, une fois que votre statut de réfugié, votre demande est jugée recevable, OK, vous pouvez demander l'asile. Donc là, votre dossier va être transféré à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la CISR, qui est le tribunal indépendant qui entend les causes reliées à l'immigration. Et votre dossier va être transféré à la section de la protection des réfugiés, la SPR. Donc, cette section-là entend seulement là, les demandes d'asile au Canada. Donc, vous allez passer devant un commissaire qui est un juge et vous avez le fardeau de prouver que votre demande d'asile, elle est fondée. Hein? Il ne faut pas simplement dire je vais être réfugié, euh, j'ai besoin de protection. Il faut vraiment le prouver. Donc, il faut le prouver en vertu de l'article, c'est l'article 96 de la loi, donc des petites références comme ça, qui va venir vous dire qu'est-ce que vous devez prouver devant le commissaire. Première chose, il faut prouver que vous craignez
d'être persécuté ou vous avez été persécuté selon un des 5 motifs. Là, les 5 motifs, c'est basé par la Convention de Genève. Donc, il y a seulement 5 motifs qui sont admissibles que vous devez prouver. Donc, c'est la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social ou les opinions politiques. Alors, si vous n'êtes pas persécuté ou vous ne craignez pas d'être persécuté pour une de ces raisons-là, votre demande d'asile va être rejetée. Donc, c'est très important, c'est seulement un de ces 5 motifs-là. Aussi, par la suite, il faut prouver que vous ne pouvez pas à cause de cette crainte-là ou de cette persécution-là, vous ne pouvez pas demander la protection de votre pays. Par exemple, parce que c'est l'État qui est l'agent de persécution en lui-même ou par un de ses ministères, une de ses organisations, ou que le pays est incapable de vous offrir la protection, par exemple à cause de la corruption, les services de police justement corrompus, etc. Donc, il faut prouver ça. Et également, il faut prouver qu'il n'y a pas de possibilité de refuge interne. Donc, si vous êtes persécuté dans une ville X, mais qu'en déménageant dans un autre secteur de votre pays, euh, la persécution va s'arrêter, ça, c'est quelque chose qui va faire que votre demande d'asile va être rejetée. Donc, ça, c'est un autre élément que vous devez prouver. Il n'y a pas de possibilité de refuge interne basé encore sur la persécution basée encore sur les cinq éléments. Donc, je le répète, race, nationalité, religion, appartenance à un groupe social et les opinions politiques. Appartenance à un groupe social, ça pourrait être, par exemple, être une femme dans un pays X, être un journaliste dans un pays X où il y a justement les droits sont bafoués pour certaines personnes. Et dès le départ, vous allez avoir beaucoup de documents à remplir. Le document le plus important s'appelle le fondement de la demande d'asile, le FDA. Donc, vous avez 45 jours pour le remplir et pour qu'il soit reçu par la commission d'immigration. Et c'est dans ce document-là que là, vous mettez vos informations personnelles, vous expliquez justement pourquoi vous demandez l'asile et vous pouvez également envoyer de la preuve là, au soutien de votre demande tout au long du processus. Présentement, les délais moyens pour avoir une audience sont d'environ 2 ans. Euh, donc, du début à la fin d'avoir la décision par le commissaire. Et tout au long du processus, il faut être conscient que le ministre de l'Immigration peut intervenir. Donc, il peut faire des vérifications et déposer de la preuve, des arguments pour amener à la connaissance du tribunal certains éléments. Donc, par exemple, certaines déclarations que vous auriez pu faire dans des demandes de visa précédemment faites, parce que ces éléments-là le tribunal ne le sait pas. Okay? Il n'y a pas accès, la commission d'immigration n'a pas accès là, au système Internet de l'immigration du gouvernement. Donc, en ce sens-là, tout au long du processus, des agents, des employés du gouvernement peuvent intervenir et déposer de la preuve, par exemple, pour jouer sur votre crédibilité aussi. Ça, la crédibilité, c'est un élément important. Le commissaire va justement l'étudier. Si vous êtes crédible du début à la fin, ça joue en votre faveur. Si par contre, là, il y a des éléments des fois qui sont saugrenus, si vous dites quelque chose, puis après, vous dites quelque chose d'autre. Donc là, ça vient là, jouer sur le fondement. Est-ce que le commissaire va vous croire? Et bien sûr, le commissaire prend sa décision basée sur une balance. Comme je le dis souvent, ça s'appelle la prépondérance des probabilités. Puis ça bouge comme ça bouge. C'est une balance et c'est à vous à faire en sorte que la balance penche d'un côté. Donc, ça, c'est le 50% plus 1. Mais je recommande toujours plus que plus 1. Là. Donc, disons, là, si vous êtes capable là, à 70-75% de prouver que oui, vous avez été persécuté. Oui, c'est un des motifs. Euh, votre pays ne peut pas vous protéger. Ça ne sert à rien de déménager. Donc là, c'est la balance va pencher comme ça. Puis c'est basé sur ça que le commissaire va prendre sa décision finale, en plus des autres éléments de preuve. Donc, en bout de ligne,
deux options. Soit votre demande d'asile est acceptée. Donc là, vous obtenez le statut de réfugié au Canada. À être réfugié au Canada, vous devez quand même appliquer pour un permis de travail ou un permis d'études. Et vous pouvez avoir un titre de voyage pour réfugiés. Donc, vous restez au Canada et éventuellement, vous pouvez là, appliquer pour la résidence permanente. Ou l'autre option, votre demande d'asile est refusée. Mais lorsqu'elle est refusée, vous avez un droit d'appel. Donc, vous pouvez présenter un appel à la section d'appel des réfugiés, la SAR. Elle, son travail, c'est une autre section là, du tribunal, puis elle entend seulement les appels. Donc, vous pouvez présenter un appel du refus. Puis, en bout de ligne, si la décision est maintenue, malheureusement, vous devrez là, quitter le Canada. Donc, c'est comme ça le processus d'octroi d'asile. Oui, donc une question. La personne est au Canada en tant que réfugié humanitaire. Sa question, est-ce qu'il peut ramener sa femme et ses enfants au Canada? Euh, donc, si la personne est présentement là, au Canada, elle, comme étant réfugiée, elle peut parrainer, oui, sa femme et ses enfants. Euh, pour qu'ils puissent là, venir au Canada. Oui, il peut les parrainer. J'ai j'ai pas beaucoup de connaissances sur le parrainage de réfugiés, mais il a dû les déclarer. Donc, s'il les a déclarés dans sa demande d'asile, là, oui, mais c'est pour ça que c'est important de toujours bien déclarer époux et enfants, parce que s'il les a pas déclarés dans sa demande initiale, non, il ne pourra pas là, les parrainer malheureusement. Donc, processus d'octroi d'asile au Canada. Donc voilà, donc de la recevabilité jusqu'à la décision finale. Euh, le but, si vous avez des motifs humanitaires, c'est pas le moyen, c'est pas le bon canal de présentation parce que le commissaire va pas prendre sa décision basée sur les motifs humanitaires. Hein. Il va prendre vraiment sa décision basée si vous avez eu la persécution sur les un des cinq motifs, comme je le disais. Donc, si vous avez davantage de motifs humanitaires et vous êtes à l'intérieur du Canada, donc vous êtes mieux de présenter une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Donc, demandez pas l'asile pour prendre une chance, parce qu'en bout de ligne, quand on vous demandez l'asile, il y a une mesure de renvoi qui est prise contre vous. OK? La mesure de renvoi, mais elle ne prendra pas effet tout de suite. Elle va être sur pause. Elle va prendre effet à la toute fin si la demande est refusée et si tous les recours à la fin sont refusés. Donc, si vous avez une mesure de renvoi, c'est moins, disons que c'est moins avantageux pour vous de faire d'autres démarches par la suite. Là, ça reste dans votre dossier. Mais si vous avez si vous êtes reconnu comme étant réfugié, là, cette mesure-là ne va jamais prendre effet. Il n'y a pas de problème. Et en bout de ligne, vous pourriez, si votre demande est refusée, en bout de ligne, vous pourriez être expulsé du Canada avec toutes les démarches supplémentaires là, qui sont encourues pour revenir. Donc, appliquer pour une autorisation de retour au Canada, donc payer les frais, le renvoi. Donc, c'est sûr que là, si vous êtes au Canada et vous avez des motifs humanitaires, application, donc comme je le disais, résidence permanente pour motifs humanitaires. Il y a beaucoup de délais. Puis, mais si vous avez réellement besoin de la protection du Canada basée sur les motifs, comme je le disais, allez-y là, avec la demande d'asile. Donc voilà, petite présentation aujourd'hui. Donc bien sûr, si vous avez là d'autres questions, je vous invite là, euh, à écrire à moi ou bien sûr à mon agence site via sa page Conseil et Orientation Canada. Ça va me faire plaisir là, de répondre dans la mesure du possible aux questions. Donc, comme je le mentionnais au début, je ne connais pas les demandes de refuge pour les personnes qui sont hors du Canada. Donc, écrivez pas sur ce sujet-là, s'il vous plaît, parce que j'ai aucune connaissance. Alors, j'espère que ça vous a plu. Un petit live aujourd'hui sur un autre sujet. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.